Camille Zvenigorodski, directrice de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, qui sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Alors il fait un petit peu frais, on va rester bien réveillés. Là, je vois que la salle est moyennement chauffée. Donc pour cette table ronde qui a été organisée par Bordeaux Métropole pour réunir 3 paysagistes praticiens dans une école de paysage. Donc on est ravis et je voulais vraiment remercier donc Monsieur Papadato, Patrick, qui est vice-président de Bordeaux Métropole chargé de la nature, de la biodiversité et de la résilience alimentaire. Voilà des choses qui nous parlent dans cette école aussi, et aussi qui est désigné pour être administrateur à notre conseil d'administration. Donc c'est lui qui représente la métropole dans nos séances. Il est accompagné de François Durchetti, qui est le responsable du projet Plantons 1 million d'arbres. Donc j'espère que ce projet fructifiera dans Bordeaux. À Paris, c'est pas facile. Surtout qu'on voit beaucoup d'arbres coupés. Alors il va falloir planter même 2 millions parce qu'avec tous les sapins que j'ai vus tout à l'heure, il va falloir y aller. Donc invité par Vincent Tricot, qu'on connaît bien ici, qui est donc enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage, qui est praticien, paysagiste et qui est aussi architecte conseil de l'État. Ça réaffirme cette invitation, le souhait que l'école noue et continue de nouer des liens avec la métropole. On en a beaucoup avec différents services et sur ce sujet également du végétal et de l'arbre et du paysage, je trouve que c'est toujours important qu'on puisse réaffirmer les liens que nous avons ensemble dans un partenariat pédagogique. L'école d'architecture forme entre 30 et 40 paysagistes par an, diplôme 30 à 40 paysagistes par an. C'est une promotion toute année confondue d'à peu près 180 étudiants. On a également des doctorants en paysage et également une formation initiale en architecture. On diplôme à peu près une centaine d'architectes et on a par an, et on a globalement 1200 étudiants dans cette école, puisqu'il y a aussi des formations spécialisées qui s'y développent pour les professionnels. On a également des laboratoires de recherche et on fait de la valorisation de la recherche que l'on fait dans cette école. Je voulais vous dire juste une toute petite phrase, parce qu'en ce moment où cette conférence se passe, il y a une belle expo à Arc-en-Rêve qui s'appelle Arboretum. Alors on est plutôt sur le côté architectural de l'arbre, mais j'ai relevé une des phrases qui me semblait intéressante pour ouvrir cette soirée de table ronde, où il est dit « Les arbres entrent souvent en résonance avec les intentions des architectes, des paysagistes et des urbanistes ». Donc c'est un point de vue qu'on va avoir ce soir de paysagistes sur leur façon d'aborder l'arbre et d'habiter la nature en ville, la manière dont ils l'intègrent dans leur propre création et dans leurs intentions, mais aussi en lien avec les attentes des commanditaires, des citoyens, sur des plans différents, sensibles, techniques, urbains, paysagers, en reprenant aussi l'histoire des arbres en ville, ça a été les embellissements. Enfin, il y a tout un tas de débats qui se sont développés au cours des siècles. Donc on abordera un pan. Et là, on attend aussi que les étudiants qui soient présents ce soir puissent rentrer et poser des questions sur ce débat après leurs interventions. C'est bien la nature de l'invitation. On verra aussi, peut-être si le point de vue des élus pourront rentrer aussi dans le débat ce soir s'ils le souhaitent, par rapport à cette question-là, du rapport à ces sujets qui évoluent. Et je pense aussi que la période qu'on a connue de Covid et d'enfermement a rendu peut-être encore plus cruciale la question de la nature en ville. On verra si vous abordez ce sujet-là. Et également d'un point de vue spatial, puisque faire venir un arbre en ville et de la nature, c'est pas forcément une évidence au départ pour les aménagements urbains, les parties racinaires, la partie technique, aérienne, toute la question des pollens. J'ai travaillé ça aussi dans des précédents postes. Quelle essence choisir pour ne pas salir les voitures? Enfin bon, il y a tout un tas de débats, ou pour ne pas rendre allergiques les habitants. Enfin, voilà, donc je vous souhaite une très bonne table ronde. Je vous permets voilà, je fais ce mot d'accueil, mais je vous permets d'introduire, bien entendu, puisque c'est vous qui êtes la puissance organisatrice de cette soirée, en vous souhaitant des bonnes écoutes. Merci. Merci à tous. Écoutez, moi je suis très content d'être là déjà, très content parce que je ne connaissais pas l'école. Donc voilà, merci de m'accueillir.
Très content à plusieurs titres. Donc, je vais essayer d'être bref parce que je suis venu moi aussi écouter les avis des paysagistes sur l'arbre en ville. Donc, vous avez compris que avec ma vice-présidence stratégie nature, dans l'arbre est essentiellement au cœur de la nature. C'est l'emblème même de la nature. Donc, l'arbre est pour nous plutôt important à la métropole et notamment en ville. Élu bordelais, vous comprenez que je suis aussi particulièrement sensible à la nature en ville, dans une ville de pierre. On a l'habitude de dire que Bordeaux est une ville de pierre, donc effectivement, renaturer la ville, c'est l'objectif de la nouvelle équipe municipale. C'est notre saison 2, donc c'est aussi pour ça qu'on travaille. Dans ma délégation, il y a aussi la biodiversité. L'arbre est au cœur de la biodiversité. On s'aperçoit qu'effectivement, dans les arbres, tissent des relations avec les éléments autour. L'arbre, c'est aussi la résilience alimentaire. C'est aussi pour ça que pas mal de communes se sont lancées à planter des arbres qui donnent des fruits. Parce que la résilience, c'est aussi l'arbre. Donc voilà, j'essaie de balayer très vite les raisons pour lesquelles je suis ici. Je suis aussi ici pour remplacer le président et pour excuser le président Alain Orziani qui a lancé l'opération Le Million d'arbres. 1 million d'arbres, c'est un slogan, on est bien d'accord, mais c'est un slogan qui nous engage. Donc l'objectif de la métropole, c'est de faire en sorte de planter 100 000 arbres par an. Sur 10 ans. Donc c'est un sacré challenge que la plupart des communes ont démarré l'opération. Donc on a atteint, François Durchetti sera là pour prouver que visiblement c'est bien lancé, en tout cas c'est bien parti, ce million d'arbres. Donc pourquoi planter? Effectivement parce qu'on s'aperçoit que c'est un enjeu. C'est aussi un débat qui n'avait pas lieu il y a 20 ans. Il y a quelques années même. L'arbre en ville, ce n'était pas un sujet vraiment. Et on s'aperçoit que c'est un sujet qui monte, en tout cas qui intéresse beaucoup les gens. Donc c'est vrai qu'Alain Orziani a démarré la semaine d'alarme par un discours au Pain Galant où il y avait plus de 700 personnes. Donc 700 personnes dans la salle et tous les intervenants disaient, notamment Francis Allais, disaient mais on n'aurait jamais... imaginez ça, il y a 20 ans, on aurait fait une conférence sur l'arbre, on n'aurait eu personne. Donc c'est vrai que là, c'est un sujet qui monte dans l'opinion publique. On le sait pourquoi, îlots de chaleur, puits de carbone, réchauffement climatique, on a tous cela en tête. Donc c'est aussi pour ça que la métropole s'est engagée sur cette semaine de l'arbre, sur l'arbre en fait. Donc je vous engage à aller voir le programme. Il y a encore des tas d'activités, des tas d'expositions, des tas de sorties pour fêter l'arbre pendant toute cette semaine. Donc allez sur le site de Bordeaux Métropole, vous verrez. Je suis aussi très heureux d'être là parce que je suis un enfant des années 60 et moi dans les années 60, l'aménagement des villes, c'était surtout du béton. J'ai fait la cité Caradoc à Bayonne, j'ai fait une cité à Sarcelles, j'ai fait la cité Le Pigeonnier à Amiens, et l'arbre n'était pas présent. Donc je suis aussi de cette génération où, lorsqu'on aménageait les villes, enfant, j'ai pas de souvenir d'arbres, j'ai souvenir de pelouse. Donc je vous interpelle, vous, en tant qu'architecte et paysagiste, mais cette vision de la ville a changé. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis intéressé pour venir ici, parce que la vision de la ville a quand même changé et l'arbre est maintenant plus présent, en tout cas dans les réalisations, et en tout cas on le verra. Et je suis aussi très content d'être ici parce que je connais Nice et je connais la réalisation de Michel Penat, La Coulée Verte sur Nice, qui est une réalisation vraiment admirable. Donc il me disait tout à l'heure que jusqu'à présent il n'avait jamais travaillé sur Bordeaux. Et bien j'espère qu'on réussira à travailler soit avec la métropole, soit avec Bordeaux, avec Michel Penat, parce que c'est vrai que la réalisation, en tout cas niçoise, est plutôt une excellente chose, déjà pour la ville. Pour ceux qui connaissaient la ville, c'était un aliment de parking et de béton.
Et maintenant, quand on y va, effectivement, il y a des enfants qui jouent et qui courent dans cette allée. Et il y a des arbres hein, qui sont magnifiques et un aménagement paysager qui est vraiment superbe. Donc c'est aussi pour ça que je suis très content d'être là et de participer à ce petit moment d'échange. Merci. Bien, bah écoutez, on va introduire les débats. Enfin, on va prolonger. Donc, il y a déjà des phrases importantes qui ont été prononcées. Donc, on a un plateau de choix que je vais vous présenter. Donc, 3 paysagistes avec des pratiques différentes. Si je peux oser, je dirais trois générations de paysagistes aussi, avec des parcours et des parcours professionnels et des parcours de formation différents aussi. Donc l'idée était que la séquence de ce soir, c'était aussi un peu la parole aux paysagistes dans le cadre de cette semaine de l'arbre, où il y a eu des temps de témoignages de botanistes, d'écologues, de techniciens, d'élus, de philosophes, d'habitants. Voilà. Et comment les paysagistes, praticiens, se saisissent de cette question de la nature en ville, changer de mode de ville, et de la question de l'arbre en ville. Alors, j'ai à mes côtés Florent Marron. Donc Florent Marron qui se définit comme jardinier paysagiste. Florent a une formation horticole au départ, complétée par une licence en aménagement du territoire et ensuite un passage en urbanisme au IATU. Et à cette occasion, donc, il a pu aussi travailler avec les paysagistes de l'école. Voilà, donc Florent a développé une activité de jardinier paysagiste à la croisée des sciences de l'espace, des sciences sociales et des sciences du vivant. Et il anime des collectifs habitants pour faire vivre des projets alimentaires, sociaux et environnementaux dans le cadre de jardins partagés, de vergers ou de parcs à vocation sociale et alimentaire. C'est à peu près ça. C'est très bien résumé. Allez, j'avais un peu préparé. Hein. Ouais, je dirais que je développe en effet une approche nourricière vraiment du paysage en ville, mais écologique avant tout, à forte dynamique et inclusion sociale. On pourra revenir un peu plus en détail après. Merci. Alors, ensuite nous avons Lina Singer. Alors Lina, tu vas me dire, hein, mais je fais l'exercice jusqu'au bout. Donc parcours autodidacte, j'ai mis ou transdisciplinaire, passé par les écoles d'art, et ensuite une solide pratique en agence de paysage, et notamment auprès d'Alain Provost et d'Alain Cousseran, dans le cadre de l'agence Signe. Et c'est dans ce cadre-là que Lina est arrivée à Bordeaux pour développer avec l'agence Signe des projets autour du tramway de Bordeaux et ensuite autour du quartier Ginko. Et en 2013, tu as créé ta propre agence et où tu développes une pratique professionnelle en croisant l'approche paysagiste et un regard artistique et plus largement un regard un peu pluridisciplinaire ou transdisciplinaire avec une appétence particulière quand même pour les territoires urbains. Voilà. Et pour les questions de mobilité et d'infrastructure. C'est bon? J'ai bon? Et ensuite, Michel Pénat qu'on ne présente pas, mais qu'on va présenter quand même. On ne présente plus, mais... Donc, paysagiste DPLG de l'école de Versailles, mais j'ai appris qu'il était passé par l'école d'architecture de Bordeaux dans cet amphi il y a quelques années. Voilà. Une activité de concepteur, hein, dans le cadre de l'agence Pénat et Pénat, et puis qui a pris plusieurs formes ensuite, depuis plus de 30 ans, avec en parallèle toujours une prise de recul théorique et un engagement très pratique dans le projet opérationnel et dans la mise en œuvre, dans la réalisation d'espaces, avec de nombreux parcs urbains, des opérations de renouvellement urbain, des projets d'aménagement sur l'espace public. Parmi les réalisations un peu phares, on peut citer le Jardin de l'Atlantique à Montparnasse, la promenade du Paillon à Nice, hein, on en a parlé,
des réalisations récentes à l'international, on parlait de la Chine, on parlait de la Russie, et un certain nombre de publications aussi, voilà, qui aussi accompagnent cette réflexion, ce recul un peu théorique sur la pratique paysagiste et sur la question de nature. Alors, pour lancer cette table ronde, je me suis dit finalement en quoi la question de la nature en ville résonne particulièrement pour les paysagistes. C'est presque une évidence, et en même temps c'est une évidence qui peut parfois nous placer dans une situation un peu de porte-à-faux, parce que justement peut-être que les paysagistes ont une approche qui leur est, j'ai envie de dire, à la fois diverse et spécifique de la question de la nature en ville. Et donc avant de donner la parole aux trois intervenants, avec qui on a défini une règle assez simple, qui était 5 diapositives et un quart d'heure de témoignage, de libre parole. L'idée étant moins qu'ils présentent le résultat de leur pratique professionnelle passée, mais plutôt d'avoir un temps de libre expression autour du sujet, et qui ensuite va rebondir sous forme d'un échange, débat entre eux et avec vous. Donc avant de les lancer dans cet exercice, qu'ils n'ont pas d'ailleurs respecté, parce qu'aucun n'a fait les 5 diapos, on en a plutôt 15 ou 20, mais ça c'est pas grave. Voilà. Moi j'ai retenu un peu trois entrées que je vous soumets très rapidement, et sur lesquelles je pense qu'ils vont rebondir. 3 entrées finalement, mais qui font écho aux échanges préparatoires qu'on a eus. Première question, c'est sur la question de la nature. Comment on peut interroger, comment en tant que paysagiste, on interroge les différentes représentations de la nature au regard du fait urbain. Entre une nature qu'on pourrait qualifier d'une nature plutôt ornementale ou décorative, qu'on a connue depuis le 19e, mais qu'on connaît toujours à travers l'époque moderne et le fleurissement, c'est la question finalement de la dimension esthétique de la nature, et de comment cette dimension esthétique aujourd'hui peut se renouveler d'une certaine façon, parce que je dirais que l'habitant, le politique nous attendent aussi peut-être d'abord sur cet aspect-là. Deuxième point, c'est la nature écologique et hygiéniste, une nature plutôt originelle que culturelle, plus de végétal, plus de biodiversité, avec derrière toutes les, je dirais, tous les effets positifs qu'on peut en attendre, à la fois en termes de cadre de vie, en termes de santé publique, en termes de régulation de climat, et puis en termes aussi de mise en place d'écosystèmes en milieu urbain ou périurbain, écosystèmes qui travaillent aussi, bien sûr, d'abord peut-être qui travaillent avec le végétal, avec la flore, avec la faune, mais aussi qui posent la question ou la condition de la nature du sol, de l'hydrologie des sols, du climat, etc. Ça pose aussi la question des espaces, finalement, qu'on doit pouvoir réserver à cette nature dans la ville, des espaces peut-être minimum, et de la forme de ces espaces, de la structure de ces espaces, pour faire en sorte que cette nature soit efficiente. Et puis enfin, peut-être un troisième type de nature, et là j'emprunte un petit peu, ou je marque peut-être un peu sur les pas de Michel, mais on va voir, c'est une nature plus culturelle, ou qui soit à la fois culturelle et fonctionnelle, une nature à la fois structurante du point de vue de l'espace et du point de vue des usages, et avec la question de quelle figure paysagère finalement on peut aujourd'hui imaginer, inventer, pour donner une matérialité à cette nature, à la fois qui construit l'espace et qui assure un certain nombre de fonctionnalités écologiques. Et puis la dernière, non, ça ne sera pas la dernière, ça sera l'avant-dernière. Voilà, une autre, donc autre entrée dans la question, qui est peut-être liée plus à une approche structurelle de l'espace, et les paysagistes sont aussi peut-être d'abord des gens qui construisent l'espace, c'est comment construire l'espace avec l'arbre en ville, et inversement, comment construire la ville avec l'arbre.
avec la question qui a été un petit peu évoquée en introduction par Camille, qui est comment le végétal s'insère et peut même structurer le système urbain. L'arbre dans l'espace public, avec je dirais des figures, des motifs connus que sont l'alignement, que sont le mail planté, que sont les promenades. Et puis la question aussi de, je dirais, la contradiction qu'il peut y avoir entre ces structures végétales et peut-être une ville, et à Bordeaux on sait de quoi on parle, une ville qui est plutôt par essence minérale, hein, une ville de pierre, dans lequel finalement le vide de la ville construit par les édifices a sa qualité propre, son équilibre, et puis c'est aussi le lieu qui donne à voir justement cette architecture remarquable. Et on se souvient à Bordeaux des débats qu'il y a pu y avoir pour les anciens, lors de l'aménagement des quais avec Corajou, hein, sur le thème de jardiner les quais. Hein. À l'époque, ça avait été perçu un peu comme une espèce d'oxymore, hein, une espèce de contradiction finalement qui avait fait débat. Aujourd'hui, la question de la place Péberlan, par exemple, a été mise en débat aussi sur faut-il planter sur la place Péberlan. Donc c'est un sujet. Et puis derrière, là aussi, on retrouve la question des figures paysagères qu'il faut peut-être inventer. On parle de continuité paysagère, on parle de trame écologique, de lisière urbaine. On parle aussi aujourd'hui de forêt urbaine, voire de micro-forêt urbaine. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de renouveler et de réinventer finalement des structures paysagères. Et puis le dernière question, je vais faire très vite et je vais leur laisser la parole, c'est la place du paysagiste dans tout ça. Et la place de la démarche de projet de paysage, avec la question de concilier finalement le besoin de nature des habitants qui s'exprime souvent d'une façon très très littérale avec une approche du paysagiste qui n'est pas forcément directement une réponse ponctuelle à ce besoin de nature. La question du projet, dans sa dimension sensible et créatrice, dans sa dimension technique, dans sa dimension sociale et politique aussi. Et ça, c'est des débats qui sont aussi au cœur de l'école et donc qui nourrissent à la fois la pédagogie mais la profession. C'est aussi derrière cette question du projet. Est-ce que le paysagiste est là pour faire œuvre finalement ou est-ce qu'il est plutôt je dirais, un parmi d'autres dans un processus de co-construction qui associe un certain nombre d'acteurs, techniciens, politiques, mais aussi associations et habitants. Et tout ça pour dire finalement quelles sont les conditions favorables ou nécessaires à l'émergence du projet Nature en ville. Question qui s'adresse aux paysagistes, mais qui s'adresse aussi, bien sûr, aux politiques. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Florent. Ok, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, du coup. Je vous remercie déjà de m'avoir invité en tant que jeune paysagiste à participer à cette table ronde. Je suis ravi d'être ici. Puis je vais essayer de développer un petit peu quelle est l'approche à la fois personnelle, mais aussi du bureau d'études pour lequel je travaille en tant que paysagiste au niveau de la représentation qu'on a de l'arbre en ville, la manière dont on l'intègre dans nos projets, mais aussi la manière dont on permet à l'habitant de se rendre compte de sa valeur, de s'approprier pour mieux accompagner son évolution dans un système urbain qui est souvent, et encore trop souvent, contraint, notamment au niveau du sol. Donc là, vous aurez reconnu sans aucun doute la belle ville de Bordeaux, qui paraît d'un coup beaucoup moins minérale que ce qu'elle est. L'idée, c'était pour moi de développer un peu les différents rapports qu'on entretient avec l'arbre en ville, à savoir, pour ma part, un rapport intime qui est lié à la capacité de tout à chacun de s'éveiller en présence de l'arbre quand on est enfant, que ce soit dans les cours d'école ou en jouant dans la nature,
mais un rapport aussi d'adulte qui est lié à une conscience de la coévolution de nos sociétés avec l'arbre et du fait que l'arbre nous a permis d'arriver aussi à ce développement de société actuelle, mais aussi des difficultés qu'on a aujourd'hui à accueillir le vivant en ville, parce que quand on parle d'arbre, on parle d'êtres vivants et de tout un cortège d'êtres vivants qui le suivent dans les systèmes humains et non humains de fait. Donc il y a ce rapport en effet personnel, mais il y a aussi ce rapport à l'urbanisme et à l'urbanité, c'est-à-dire que l'urbanisme, c'est un espace qui est habité et qui est conçu, considéré et construit par des aménageurs, des paysagistes, des urbanistes, des architectes. Ça fait de lui, en tout cas de la présence de l'arbre en ville, quelque chose qui a été rapporté aujourd'hui dans le système urbain et qui crée à la fois des problématiques qui sont propres, mais qui amènent aussi cette vie dans le système urbain. Quand je vois ces images, moi je vois d'abord la magnificence et puis la beauté. La beauté, c'est quelque chose qu'on va dire qui est à la fois singulier et subjectif, mais la beauté, c'est quelque chose qui nous fait du bien. On sait aujourd'hui que, grâce aux études scientifiques, que l'arbre en ville exerce sur nous une forme d'attraction et qu'il nous fait du bien au quotidien, que ce soit pour protéger ou sécuriser la vie humaine, comme sur les effets psychologiques et physiques qu'il comporte. Que ce soit sur la présence d'arbres en ville qui permet de faire baisser les cancers, qui permet de faire baisser les taux de stress, d'augmenter l'espérance de vie, ou encore de réduire les risques de zoonose, comme on connaît aujourd'hui avec le Covid, c'est-à-dire de dissocier et de freiner les chaînes de transmission de virus avant qu'ils arrivent à l'homme. Et ce qui permet en fait de nous sécuriser et de rendre vivables les villes dans lesquelles on vit, et d'autant plus qu'on y vit de plus en plus nombreux, et c'est quelque chose qui est amené à se développer. L'arbre en ville, c'est une question de séquence paysagère, c'est une question de rythme, ça suscite pour moi, en tout cas, dans un esprit, une ville qui est très minéralisée, la curiosité et l'envie de découvrir la ville. Je pense que j'aurais pas ce même attrait et ce même intérêt pour l'urbanité si j'avais pas ces perspectives ouvertes, ces endroits qui sont à la fois sous-entendus, rythmés, masqués, rendus visibles ou valorisés par la présence de l'arbre, et de l'arbre, on pourrait dire de la végétation en général, donc de la nature en ville. La nature en ville, c'est le vivant. Le vivant, lui, comme vous pouvez le voir ici, là on a un chêne, c'est le chêne de Tombeuf qui est en Lot-et-Garonne, c'est un chêne qui a 250 ans, donc c'est un chêne dans un milieu naturel qui n'est pas contraint, qui est vraiment, on va dire, libre de s'exprimer et d'expression. Quand on parle de nature en ville, on parle de vie. Quand on parle de planter un arbre, on ne parle pas de planter un être vivant uniquement, mais un être vivant et tout le cortège qui va venir en fait avec lui. C'est-à-dire que si on prend un chêne comme ça, on a à peu près 2300 espèces qui sont en mesure de vivre sur, avec et en dessous dans le sol de cet arbre-là. 2300 espèces, dont 300 qui sont inféodées, c'est-à-dire qu'elles sont directement dépendantes de l'arbre. Et à l'inverse, l'arbre aussi, dans quelques mesures, ne pourrait pas survivre ou se reproduire sans tout ce cortège faunistique et floristique. Donc ça, c'est une question aussi qui est importante de soulever en tant que paysagiste, c'est si on met des arbres, on va retrouver des formes de vie qu'on n'a plus l'habitude d'avoir sous nos yeux et d'être en contact, et il y a un risque établi de la part de la population d'avoir des formes de levée de bouclier, ou en tout cas des réserves quant à la proximité de l'arbre et de l'homme, d'autant plus si on cherche à végétaliser massivement nos systèmes urbains. Donc cette écologie-là, elle nous amène des fois à des choses qui sont beaucoup moins agréables à regarder, en tout cas qui se questionnent, et notamment quand on pense à un être vivant, et qu'on confronte en fait les images d'en haut et les images d'en bas, on peut se demander si c'est deux sujets qui sont de la même espèce, de la même essence, et de la même viabilité dans le temps. Cette pérennité-là, qui est assujettie à des contraintes d'aménagement, des réseaux souterrains, des réseaux aériens, des qualités de sol, et des volontés politiques en termes de gestion du vivant dans nos systèmes humains. Là, on a un platane, Platanus et horizontalis et occidentalis à droite. L'idée, c'est de se dire qu'un arbre, quand on le laisse s'exprimer, il est en mesure de se développer et il est capable de proprioception, c'est-à-dire qu'il peut se représenter l'espace dans lequel il s'inscrit et évoluer pour se dégager ou en tout cas s'adapter à son environnement direct. C'est ce rapport en fait à la fois qui questionne nous
la manière dont on peut travailler avec l'arbre, ou dont l'arbre peut travailler avec nous aussi, d'où le choix, et nous aussi notre capacité à choisir des essences qui sont adaptées aux contraintes, quelles qu'elles soient. Donc ce rapport-là à l'arbre, je pense sincèrement qu'il faut le faire évoluer, le modifier, et c'est un rapport sociétal, c'est un choix de société qu'il nous faut faire, c'est se demander si finalement la demande croissante des populations, des habitants liée à la qualité et aux objectifs enjeux sanitaires et climatiques actuels qui sont indéniables, nous oblige à accueillir l'arbre en ville, nous permettent de valoriser les paysages de la ville, mais est-ce que aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on les plante et on les accueille dans le système urbain permettent de nous avoir une vivabilité de la ville et eux une pérennité de leur présence en ville, de reproduction et de diversification de leur patrimoine génétique aussi pour être plus à même de résilier aux chocs présents, climatiques à venir. Donc là, il faut évidemment reconcevoir notre rapport au vivant, notre rapport à l'arbre dans les projets d'aménagement urbain. Il y a une question pour moi de temps donné, parce que le temps de l'homme n'est pas le temps de l'arbre, et que de fait, il faut avoir du phasage, de la prospective et de la projection à long terme, notamment en lien avec des contraintes qui sont de l'ordre de notre sous-sol et de la qualité du sol. C'est-à-dire que finalement, pour avoir un arbre qui pousse, il faut un sol en vie. Et on va se poser la question de comment on renature des sols, soit avec des plantes qui vont permettre de stabiliser les polluants, ou de les épurer et de les sortir, mais aussi questionner la succession écologique pour accueillir à terme le chêne qu'on a vu tout à l'heure dans un milieu urbain, où aujourd'hui une simple phase de plantation ou un système classique de plantation ne permettrait pas sa pérennité et sa viabilité dans le temps. Donc c'est aller vers une vision de la ville avec l'arbre et non contre l'arbre, c'est inverser ces rapports de force, faire des choix qui sont à la fois esthétiques, ornementaux, mais surtout qui sont des choix pragmatiques de gestion et de projection à une échelle qui est communale ou métropolitaine. Là, c'est dissocier pour moi, en tout cas, le besoin de l'envie, et puis faire confiance aussi à l'arbre, parce que comme vous pouvez le voir, quand on a de la place, on peut, notamment sur le Pacanier du Grand Parc à Bordeaux, le laisser s'exprimer librement, sans agir, que ce soit de quel temps que ce soit en termes de gestion, ou dans des milieux contraints, trouver des solutions qui permettent finalement d'accueillir l'arbre en ville et son cortège, avec ici, pour le poirier que vous voyez en haut et le pilier en bas, une vocation nourricière qui est à destination des humains et des non-humains sur nos territoires. Moi, dans ce questionnement-là, finalement, c'est considérer qu'en effet, il y a des problématiques de qualité des sols, de VRD, d'aérien, et aussi de pollution diverses, aussi des incivilités, des agressions liées à l'arbre, que ce soit des branches cassées ou autres. Mais c'est comment nous, on va faire évoluer ce milieu-là pour permettre à l'arbre de se développer. C'est choisir des sujets en fonction du sol, prendre des sujets jeunes en majorité, ce qui implique de ne pas forcément s'arrêter et ne pas se permettre en fait de planter des sujets qui ont des forces supérieures, mais en tout cas anticiper le renouvellement du patrimoine arboré entre la flore importée, mais aussi l'accueil d'une flore qui est spontanée, c'est-à-dire travailler aussi avec l'existant et le processus naturel de renaturation et d'évolution écologique des milieux, que ce soit sur les sols. Donc là, il va y avoir une grosse question qui est comment nous, en tant qu'aménageurs, on peut aussi proposer des modifications judiciaires et qui amènent au respect, à la reconnaissance des sols et des droits de l'arbre en tant que sujet de l'arbre, notamment l'association Arbre de Georges Fetterman, dont je sais que la métropole et la ville de Bordeaux ont signé la Déclaration universelle des droits de l'arbre, et qui est finalement une condition sine qua non à l'accueil et à l'évolution du patrimoine arboré dans nos villes. C'est la gestion qui fera la qualité, et pour moi, non la conception. C'est pour ça que je me définis plus comme un accompagnateur finalement de paysages habités et co-gérés. Le bureau d'études salutaires pour lequel je travaille, lui, a pour objet d'inclure les publics dans la fabrique de la ville, c'est-à-dire à travers une approche écologique et nourricière et des outils dont on dispose pour les amener à une élévation de conscience, à une participation et à une sensibilisation,
de leur personne, mais aussi des personnes de leur environnement vécu, à co-construire, à porter, à animer finalement la vie des sites pour après définir des partenariats entre les différents acteurs de ces sites-là, que ce soit la collectivité, que ce soit des associations, que ce soit des écoles, des établissements, des institutions et les habitants, pour avoir une co-gestion de l'espace public. Et nous, notre bureau d'études salutaire, fondé par Eric Fredin et Franck David, est à l'initiative du mouvement des jardins partagés en France, avec la création du premier jardin partagé au Grand Parc à Bordeaux en 1987, avec la forte conviction et le leitmotiv de se dire que le social crée le paysage et le paysage crée le social. Et si on amène des habitants, finalement, ce qu'on va appeler le socio-paysage, si on amène des habitants à prendre conscience des aménités personnelles que permet l'arbre en ville, à prendre conscience de la valeur nourricière et économique qu'il peut aussi leur permettre de sécuriser, ils seront mieux à même de protéger, de sensibiliser, mais aussi d'être acteurs de la fabrique de la ville et d'agir à la fois sur leur espace individuel privatif comme sur l'espace public. Et c'est la manière dont on va permettre de créer ces porosités entre l'acteur public et l'acteur privé qui va permettre à la fois pour la collectivité d'économiser des coûts de gestion, d'avoir un paysage évolutif qui n'est pas figé, qui n'est pas ornemental et qui permet donc d'avoir une aggradation de sa qualité à la fois écologique et physique, mais qui permettra aussi de refaire société. Je pense que l'arbre aujourd'hui, c'est l'outil de demain pour se sociabiliser, pour se nourrir, mais aussi pour se retrouver les uns les autres dans un contexte sociétal qui est très très complexe. Là, juste pour faire rapidement, c'est un projet, donc un appel d'offres auquel on a répondu, où l'idée c'était vraiment, en amont du projet architectural et de paysage, d'aller faire, à notre initiative, un inventaire du patrimoine arboré pour définir les sujets et leur état sanitaire, permettre la suppression des sujets qui sont dans un très très mauvais état sanitaire et qui sont voués, dans tous les cas, à l'abattage pour des raisons de sécurité, de mise en sécurité des biens et des personnes, et d'avoir des systèmes de zones tampons, de protection de systèmes racinaires, ce qui est assez nouveau là, et qu'on essaie de mettre en œuvre. Finalement, c'est dans une logique de sécurisation de l'espace public, notamment sur les voies apaisées, la réduction de l'utilisation de la voiture, et la manière dont on peut croiser ces enjeux urbains. On va proposer des voies apaisées qui sont donc des imperméabilisées et enherbées, qui recréent une porosité et un lien entre le système racinaire et le système aérien de l'arbre, comme des zones tampons qui permettent une protection plus importante que ce qu'on nous impose au niveau des systèmes racinaires, comme des passages, des ponts à racines qui vont permettre de protéger les systèmes racinaires sur, par exemple, le cèdre de 150 ans tout en bas, qui est sur une parcelle privée, donc pas la parcelle de projet. Nous, on prend en compte cet arbre-là et on va jusqu'à le protéger dans notre projet, alors que finalement, il n'y a aucune réglementation aujourd'hui qui nous impose de le faire. Mais ça permet de répondre à une multitude d'enjeux qui sont à la fois croisés et qui permettent après, par la mise en œuvre de chantiers participatifs, d'inclure tous les publics, quels qu'ils soient, dans ce projet commun, pour après devenir une forme de sentinelle. Je reprends le terme qu'on a utilisé avec Lina la dernière fois, une sentinelle de l'arbre en ville, une sentinelle de l'écologie urbaine, et finalement, un acteur de la fabrique de la ville. Voilà. Je vous remercie. Merci Florent. Et bon, on aura l'occasion de revenir parce que tu as ouvert plein de portes là, ou plein de questions extrêmement intéressantes, à la fois sur la dimension sociale, aussi sur les questions d'interface publique-privée, sur la question de l'adaptation du réglementaire du public envers le privé, sur la question du droit du sol, du droit du sous-sol. Voilà, toutes ces questions, effectivement, qui sont au cœur, je pense, des conditions de mise en place de cette nature dans la ville. Lina, à toi de te plier à l'exercice. Moi, je vais faire un bond en arrière. Je vais faire un bond en arrière parce que je questionne un peu la méthode. Je suis absolument ravie d'être ici, ravie qu'il y ait ce lancement, cette volonté d'1 million d'arbres. Pardon. Mais personnellement, je suis arrivée à Bordeaux en 95 sur un gros projet qui est donc le projet d'infrastructure du tramway. Et
voilà, il y avait une réelle volonté de rééquilibrage des mobilités. Ça, c'était très clair. C'était un affichage politique clair, une volonté de poser un réseau radial sur un réseau concentrique pour libérer des espaces publics en cœur des îles. Mais il n'y avait pas d'ambition. J'ai l'impression de ne pas du tout être la bonne échelle. Affichage. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, voilà, la volonté était essentiellement de procéder à un rééquilibrage sans ambition environnementale. Donc, par exemple, je donne un exemple sur l'avenue Thiers, quand on a voulu transformer l'avenue Thiers et qu'on a dit qu'on aimerait mettre en place un quadruple alignement. On a dit, mais pourquoi un quadruple alignement alors qu'il y a déjà un double alignement? Donc, on partait, on ne pouvait pas transformer vraiment la ville et changer de paradigme. Il n'y avait en effet pas du tout cette volonté qui était engagée. Donc on a eu énormément de mal, on était vraiment dans des combats. Tout ce qu'a dit Florent tout à l'heure sur les encombrements de sol, c'était vraiment à l'époque impossible de planter. Là par exemple, ne serait-ce que pour ces petits Carpinus betulus en taille rideau, on a dû déplacer ce qu'on appelle la multitubulaire pour laisser la place aux arbres. Donc il y avait des combats constants avec les différentes directions, avec les politiques, c'était très complexe. Par contre, dans les milieux urbains, c'est pour ça que je réagis un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a en effet des intendants qui ont magnifié la ville, qui a une vraie qualité architecturale, mais il y a aussi un accompagnement quand même de l'arbre dans Bordeaux, le cours de Verdun, le cours de Bourg, le cours Foch. Et là, quand il y avait une déstructuration, on se devait de reconstruire, même dans des conditions un peu complexes, en l'occurrence, là, par exemple, sur un quai de tramway. Donc cette reconstruction-là était déjà obligatoire. Et quand il y avait une destruction lourde, comme sur le cours de Verdun, par exemple, il faut savoir qu'à l'époque, comme on rééquilibrait les mobilités, on essayait de réinstaurer des pistes cyclables, eh bien, on a abattu les Franciliens du Cibolia, mais il a fallu les replanter dans la nuit pour qu'aucun Bordelais ne se rende compte que les Franciliens du Cibolia avaient été abattus. Voilà. On était un peu dans ces principes-là où on n'osait pas, on avait l'attention, on devait quand même reconstruire, mais il n'y avait pas d'obligation d'aller au-delà de l'arbre mobilier, en fait, quelque part. Donc c'était vraiment... Non, je suis vraiment pas la bonne échelle. Désolée. L'écran. J'ai pas de retour. Je vais faire l'écran droit. C'est à Merci. Donc voilà, sur une contrainte aussi, comme sur les quinconces, on nous opposait que les feuilles de platane pouvaient créer des désordres sur les tramways, les rails des tramways, et donc c'était extrêmement complexe de mettre ces terminus sur cet espace-là. Donc ça, c'est les années 95. À mon sens, objectivement, on n'a pas radicalement, en 2021, bougé les lignes, en tous les cas au regard des contraintes réseau. On a été, je crois, tous dans une profession extrêmement jalouse qu'a réussi à faire Michel Corajou sur les quais, parce que lui a réussi à avoir des fosses d'arbres avec un volume de terre de l'ordre de 16 mètres cubes, quand on était encore contraint à 4 mètres cubes, à 6 mètres cubes ou à 9 mètres cubes. Mais voilà, les lignes ne bougeaient pas tant que ça. Autre expérience, un écoquartier, autre sujet, Bordeaux Nord, une plantation donc, dans les années 70 avec des arbres monospécifiques et des conifères, un territoire de friche avec des arbres de reconquête, une possibilité de transformer la ville encore. Et là, on se doit de préserver, de s'inscrire dans un environnement que l'on respecte. Donc ça, c'est acquis au niveau des instances politiques, au niveau de différentes administrations. Par contre, ça ne l'est pas du tout au niveau des gens qui exécutent. Et ça aussi, à mon sens, les gens qui exécutent aujourd'hui, les interfaces VRD, les interfaces avec l'ensemble des acteurs qui construisent la ville, ça ne marche pas du tout. Donc, par exemple, pour conserver ces pins noirs, on a dû camper sur le parc pendant des mois pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de désordre et qu'il ne fasse pas un tabula rasa de ces arbres. Malheureusement, derrière, on a eu une attaque de scolytes. C'était un peu complexe de préserver l'ensemble des sujets. Bordeaux Métropole avait basculé aussi au zéro phyto. Donc on a malheureusement dû abattre pas mal de sujets. Mais voilà, on commençait un peu à changer d'attitude. Mais les gens qui étaient aux manettes des travaux n'avaient pas du tout encore de respect de l'art.
Voilà, par exemple, une protection d'un arbre un peu complexe. Et c'est encore le quotidien, c'est encore notre quotidien, c'est ça que je veux dire. C'est que je reviens 25 ans en arrière, mais je suis encore confrontée à ce genre de désordre. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas, en effet, que c'est une espèce vivante et que s'il a une blessure, il peut tomber malade et que ça crée un désordre lourd. Voilà, on n'a toujours pas acquis ce niveau de connaissance. Donc, qu'est-ce que l'arbre en ville aujourd'hui? On a débattu un peu entre nous il y a quelques jours. Je pense qu'il faut... Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à l'arbre en ville dans un milieu extrêmement contraint. Donc, je ne questionne pas le fait qu'il faille ou pas un arbre dans un milieu extrêmement contraint. Je pense qu'il est absolument nécessaire. Je pense qu'il y a une distance, justement, à l'arbre et à sa qualité, et que pour que cette distance se réduise, il faut que l'arbre soit présent. Mais du coup, en effet, il y a d'énormes contraintes. Et ces contraintes, je pense qu'on n'arrive pas à les lever. L'histoire du sol est fondamentale. Ne serait-ce que la volonté sur certains secteurs ou certaines voiries de mettre en place potentiellement des galeries techniques permettrait de libérer énormément de sous-sol. Vous ne pouvez pas savoir, alors je n'ai pas mis de plan de réseau, mais ça aurait été intéressant que je vous montre des plans de réseau dans lesquels on doit s'inscrire. C'est la quadrature du cercle. Donc vraiment, c'est très, très, très complexe. On a la chance très récemment, en tout cas au niveau de la ville de Bordeaux, d'avoir une charte qui a été révisée en 2020, personne ne la connaît. Cette charte est jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'entraver le système racinaire de l'arbre. Vous êtes dans le plus profond respect de son volume, autant de son épied que de son système en sous-face racinaire qui est l'équivalent, que tout le monde ignore. Et vous n'avez pas le droit du coup d'intervenir en deçà d'1 mètre de l'axe, enfin du volume au pied global. Voilà. Ça, c'est un changement radical d'attitude par rapport à l'arbre. Et malheureusement, ça n'est pas réglementaire. C'est-à-dire que ça n'est pas coercitif, et donc, personne ne prend ça en compte. Si ne serait-ce que si cette charte était appliquée à hauteur de 10, 20 ou 30%, on changerait radicalement le rapport à l'arbre dans des milieux contraints. Donc ça, je pense que dans les attitudes qu'il faut avoir, dans cette volonté de l'arbre, de sa présence et son maintien en ville, parce que je rappelle aussi que quand même, tout ce que l'on voit aujourd'hui, par exemple le cours de Verdun, qui est quand même magnifique, les Fraximus angustifolia, c'est un héritage, et que pour l'instant, nous, en tant que paysagistes, alors moi je suis plus vieille que Florent, mais on n'a pas su ni régénérer cet héritage, ni mettre en place des figures aussi pleines que ce qu'ont fait les anciens. On n'a pas... Enfin, c'est en train de se perdre, très clairement. Donc voilà, il faut vraiment se questionner sur l'encombrement du sol, l'attitude qu'on a par rapport au sol. On a débattu entre nous pour savoir aussi comment on pourrait, en tant que paysagiste, proposer de nouvelles figures. On a beaucoup parlé tout à l'heure de taille, comment on peut travailler sur des tailles un peu plus douces, un peu moins traumatisantes, comment on peut se rapprocher en effet de cette conscience du vivant, c'est-à-dire, même moi en tant que plasticienne, je suis en effet autodidacte, je suis beaucoup intervenue avec l'arbre en tant qu'outil plastique. Très clairement, la lutière c'était ça, hein, c'était un outil plastique sans respect de l'arbre, parce qu'il est coincé entre le caténaire et les camions, avec un volume de terre franchement pas convenable, donc il est en traumatisme complet. Donc voilà, comment on accompagne tous ces changements pour l'arbre, comment on change aussi les modes de plantation. Alors ça va faire tomber par terre Florent, parce que c'était ce qu'on faisait à mon époque, c'est-à-dire planter plutôt dans des forces 30, 35, 40, 45, voire la substitution dont vous avez parlé tout à l'heure sur le cours de Verdun, c'était du 50-60, donc un arbre dans un camion qui venait de Belgique, parce qu'il faut aussi savoir qu'en France, on n'a quasi pas de pépinière. Donc là, l'objectif du million d'arbres questionne énormément sur la fourniture. Où va-t-on se procurer les arbres? Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais en pépinière, j'avais marqué 150 sujets, j'ai pu en marquer que 90, rupture de stock. Donc là, même si on plante petit, il y a un vrai sujet de fourniture. Et le dernier sujet, c'est comment on peut mettre en place dans un milieu extrêmement contraint un système de mise en réseau, c'est-à-dire d'aller au-delà de la TVB. La TVB, encore une fois, je ne dis pas que c'est pas bien, mais
c'est souvent satellitaire. Trame verte et bleue. Oui, pardon, trame verte et bleue. C'est-à-dire qu'on peut avoir des milieux qui n'ont pas de qualité, des bambouseries en TDD. Et on parle encore une fois du volume du houppier. Et on ne s'intéresse pas au sous-sol. Alors que l'arbre, c'est 50% de volume du houppier, 50% de sous-sol. Et c'est un tout. Et on oublie, certainement parce que la ville doit se donner à regarder, le sous-sol. Tant qu'on n'a pas fait cet effort-là de sous-sol, on n'aura pas d'arbre en ville, très clairement. Pas d'arbre en milieu contraint, en tous les cas. Derrière ça, il y a évidemment la qualité de la pédologie, la notion d'imperméabilisation. Là aussi, on a beaucoup de mal à modifier les lignes. Il y a des envies à la métropole, sur les différentes communes, mais comme il y a des soucis de coût, de gestion et de maintenabilité, on n'ose pas. Donc, je pense que dans le cadre de ce qui est lancé, le million d'arbres, aujourd'hui, il faut en effet que collectivement, on invente des figures paysagères. Et du coup, il faut vraiment... Alors, Florian en invente certaines au regard de la résilience alimentaire. C'est assez nouveau, c'est assez novateur. Il en faut d'autres. Il faut bousculer les lignes, il faut oser aller sur des actions peut-être un peu plus libres, réversibles, qui vont peut-être au-delà aussi de ce qui a été défini aujourd'hui, par exemple le permis de végétaliser. Moi, quand on a dit qu'il y avait un nouveau permis de végétaliser, j'étais super contente, je me suis dit, parce que mon agence est sur la place Pierre-Sépois, je me suis dit, chouette, je vais pouvoir investir les lieux. Et en fait, on est encore dans une figure assez restrictive. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'on manque collectivement de méthodes, très objectivement. Je pense qu'on n'a pas trouvé encore des méthodes suffisamment agiles pour intervenir sur un territoire contraint comme la ville. C'est encore beaucoup plus simple en ruralité, ça se fait, on entretient, les pêcheurs entretiennent, les chasseurs entretiennent. En ville, on a perdu ces pratiques. Et je pense qu'il faut se rapprocher de ces pratiques pour tenir cet objectif du million d'arbres. Merci Lina. Michel, à toi. Bon, bonjour, merci de m'avoir invité, tout le monde, François et tous les gens qui sont ici. Oui, cette école, en effet, comme disait Vincent, moi j'ai posé mes fesses en 1973 sur ces bancs, hein, vous voyez, donc il y a un certain temps, et ensuite je suis parti faire le Tour de France à pied en 1976, l'année de la sécheresse, j'en ai profité pour avoir la révélation du paysage, on peut dire, parce que pratiquement pendant 6 mois, j'ai dormi dehors ou chez des gens. Et donc, j'ai vraiment parcouru la France et la vie rurale et la nature, comme on dit, tous d'une manière très physique et très, très personnelle. En 1978, j'ai passé le concours de l'école du paysage à Versailles. Il n'y avait que cette école et on était 14 par promo. Il y avait plus de profs que d'élèves d'ailleurs à cette époque-là. Et j'ai eu 3 profs d'ailleurs remarquables. C'est Michel Courajou, que vous connaissez. J'ai eu Alain Provost qui venait avec lui d'ailleurs. Il y a eu Gilles Clément et il y a eu Bernard Lassus. Alors, c'est 3 visions de la question paysagère d'une manière radicalement différente, si vous voulez. C'est-à-dire que Clément, lui, il n'était pas du tout avec son discours sur le jardin planétaire. Il était à faire des mix borders avec des rhododendrons, des compositions végétales. Il nous apprenait ça. Alors, nous, on trouvait ça vraiment très, très primaire. C'était pas le problème du paysage. Et ensuite, à côté de ça, il y avait Courajou qui voulait absolument pas parler d'arbres. C'est-à-dire personne, et puis la nature, c'était un mot qu'on ne pouvait pas utiliser. Là, je vois que tout le monde parle de nature, mais on sait absolument pas ce que c'est la nature. Vous savez, c'est un concept qui est très, 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 très glissant. Donc, on avait à l'école du paysage, on ne parlait pas de nature. C'était vraiment quasiment interdit. Donc, on parlait de paysage. Donc, Lassus, lui, de toute façon, il revendiquait le fait de absolument pas connaître les arbres, ni Courajou. Donc, après Courajou, il a appris les arbres en faisant les quais à Bordeaux et tout ça. Mais au départ, il connaissait pas du tout les jardins. La notion de jardin était totalement étrangère à eux. Donc, j'ai appris la question du paysage à travers 3 regards très différents les uns des autres. Courajou et Lassus n'étant pas non plus d'accord sur la manière d'aborder la question du paysage. Courajou étant très urbaniste, je dirais, très proche de l'urbain, et Lassus beaucoup plus proche des artistes et des créateurs. Donc beaucoup plus abstrait, et c'était vraiment assez passionnant d'avoir vécu de 1978 à 1982 cette expérience. En 82, j'ai créé mon agence, je me suis mis à mon compte, mon agence c'était un grand mot, hein. J'ai essayé de gagner ma vie comme j'ai pu.
Et donc, vous voyez, ça va faire l'année prochaine, ça va faire 40 ans quand même que j'ai bossé. C'est assez bien pour un paysagiste de ne pas avoir peur du temps. Hein. C'est important de se dire, c'est super de vieillir, il faut garder la forme, parce que les arbres poussent pendant ce temps-là. Donc, en fait, c'est assez positif, parce qu'en plus, plus les arbres sont vieux, plus ils sont beaux. Donc, bon, c'est assez rassurant aussi. Donc... Alors, je suis évidemment d'accord avec mes amis qui sont passés avant, mais donc la question c'était surtout la nature, cette notion de nature, je la trouve assez vaseuse, si vous voulez, assez difficile d'emploi. Je comprends, moi je parle de nature relative ou de biodiversité relative. J'ai travaillé avec Fabienne Giboudot, je ne sais pas si vous la connaissez, qui était l'adjointe de la Noé en écologie, qui était une écologiste, hein, était photographe, elle, mais était une écologiste, dans la municipalité de Paris avec lors de la Noé. J'ai fait une étude pour la rénovation complète du bois de Boulogne. Et je lui disais, mais écoute, est-ce qu'à Bois de Boulogne, on va recréer vraiment un milieu naturel, d'accord? On va favoriser. Alors, j'ai fait un projet qui n'a pas été réalisé, sauf par petites touches. Et je lui dis, est-ce qu'on remet des vipères dans le Bois de Boulogne? Est-ce qu'on remet des sangliers? Est-ce qu'on remet vraiment une vraie? Ah ben non, on peut pas, évidemment non. Donc nous, on crée une nature relative. Évidemment que c'est une écologie sociale. C'est-à-dire que dans notre biotope, l'espèce la plus représentée, c'est quand même les humains. Donc, et ça, on n'y peut rien. Donc, c'est une écologie dans laquelle les humains font partie d'un élément. Et l'arbre, c'est un élément aussi de cette écologie. C'est un habitant, je dirais, de cet écosystème. Donc, c'est un habitant comme les habitants, on pourrait dire. Et donc, on peut l'écouter aussi bien. Et puis, le dialogue se fait aussi bien avec eux qu'avec les habitants aussi, évidemment. Donc, et puis, il y a une question, ce que tu soulevais, évidemment, Lina, c'est le fait que tout le monde dit qu'il adore les arbres, tout le monde dit qu'il adore la nature. Vous interviewez. Mais par contre, en effet, c'est pas si simple que ça. Alors, vous savez, j'ai fait rééditer un livre qui s'appelait l'urbanisme végétal. Vous l'avez peut-être ici, dans la bibliothèque, je suppose. Je l'ai fait rééditer lorsque j'étais président de la FFP et c'est Caroline Molly qui l'a écrit, et qui s'appelle maintenant L'arbre dans la ville. Et j'ai fait une préface. Et j'ai fait une préface où je dis, il ne faut pas croire que ce soit si facile que ça de planter des arbres en ville. Et ce n'est pas seulement pour des questions techniques, parce qu'à la limite, les questions techniques, on les résout. Mais c'est aussi des questions de relation aux gens, ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce matin encore j'étais à Lyon, hier j'étais à Lyon, et j'ai fait une intervention comme ça avec d'autres paysagistes, c'était très sympa. Et je me suis fait agresser par un gars parce que j'ai réalisé le tramway de Grenoble, par exemple. Donc j'ai fait avec Ports en Parc des grands quartiers à Grenoble, sur la presqu'île. Et il m'a dit, moi je gère le tramway de Grenoble, mais vous êtes fous, c'est infernal, il faut planter des arbres qui ne poussent pas. Eh oui, et à Paris c'est pareil, j'ai fait 6 km de tramway, on était obligé de couper, on a quand même massacré des arbres parce que les gens du tramway ne veulent absolument pas. Alors qu'à Milan, les branches passent par-dessus les caténaires, sans problème, dans beaucoup de villes ils passent dessus, mais à Paris c'était impossible. Et il y a eu un massacre de tous les platanes lorsque le tramway est passé. Et là, c'était hallucinant. Et le nombre de fois où j'ai planté, à Nantes aussi j'ai fait un tramway, et on a coupé des platanes. Donc j'ai dit on va végétaliser les façades. Donc j'ai mis en place une bande de terre végétale en pied des façades, étanchéifiée tout comme il faut, vraiment parfait, pour planter. Ensuite, je dis on va faire une consultation auprès des habitants pour savoir ceux qui acceptent qu'on replante des grimpantes sur les façades. Ben, si vous allez à la rue du Vieux-Pavé à Nantes, hein, vous allez voir, il y a 3 malheureuses glycides. J'ai planté que des plantes sarmenteuses, hein, qui accrochent pas la façade, pas du lierre, pas des ampélopsis qui font... Eh bien, ça a été quasiment impossible. Et je me suis fait là aussi, j'ai eu des problèmes, parce qu'ils ont dit, oui, ça va nous amener les araignées, les lézards, des petites bêtes, etc. Donc, en effet, la nature, tout le monde l'aime à Ushuaïa lorsqu'il regarde la télé, tu vois. Là, c'est super. Là, on adore la nature. Mais après, c'est vraiment compliqué. Et donc, je pense que c'est une question là, pour le coup, de pédagogie. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est aussi pour ça que tous, on a un combat commun à mener. C'est-à-dire cette explication et cet émerveillement devant ce qu'on appelle tous la nature. Déjà, l'arbre, quand même, c'est un sujet, c'est un être poétique. Avant tout, pour moi, c'est un être poétique. J'en ai un tout petit peu assez, même, qu'on donne tellement de fonctionnalités à l'arbre, je vais vous dire. Très bien. Moi, l'architecture fonctionnaliste, on en a bavé, ça a fait des grands ensembles, etc. On a compris ce que c'était. Et faire de
de l'écologie fonctionnaliste, je trouve que c'est pas tellement mieux au bout du compte, et on se retrouve en effet à dire oui, l'arbre va nous servir, c'est bien, il fait de l'oxygène, c'est super, il fait de l'oxygène, etc., mais il va rafraîchir la ville, c'est super, mais bon, je travaille en Sibérie, peut-être qu'ils n'ont pas tellement envie qu'on leur rafraîchisse la ville, pourtant je plante des arbres, il ne faut pas le dire, hein, ça rafraîchit. Donc c'est un peu ça, on est en train de trouver tout un tas de discours, c'est très bien, je laisse dire, hein, et je suis le premier, et puis politiquement c'est bien, c'est porteur, mais globalement c'est pas pour ça que je plante des arbres. Franchement, l'arbre ça m'apporte beaucoup plus que sa propre fonctionnalité, parce que c'est un être vivant, en effet, c'est un être poétique, c'est un être qui va m'adoucir la ville, qui va me rendre de la sensualité à la ville. Eh ben, tout ça, moi, ça me permet de mieux vivre la ville. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ça s'appelle « Jouir, jouer du paysage », là, où j'en parle pas mal. Et le dernier, justement, sur la question de changer de mode de ville. Merci François pour le titre. Donc, parce qu'en effet, la question, c'est changer de mode de vie et changer de mode de ville. Parce qu'en effet, ce que vous évoquiez le paillon, sur Paris, j'ai aussi fait pas mal d'opérations, et je pense que nous, paysagistes, on peut transformer la ville pour transformer la vie. Pour transformer la vie, parce qu'au bout du compte, notre mode de vie, c'est lui qui est destructeur, qui est très destructeur. En effet, j'ai vu que vous êtes venu en vélo, c'est très bien. Moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas de voiture à Paris, que je ne fais que du vélo. Et heureusement, je gagne un temps formidable d'ailleurs, c'est fonctionnel. Hein. Et en même temps, quand j'ai fait l'hippodrome d'Auteuil, quand j'ai refait l'hippodrome d'Auteuil, j'allais en vélo jusque de l'agence qui est dans le 13e arrondissement jusqu'à l'hippodrome d'Auteuil. Je faisais 12 km et je revenais, je faisais 12 km, mais c'était fantastique parce que je retraversais toutes les grandes avenues parisiennes qu'avait dessinées Napoléon III et Alphand, parce que quand même au 19e siècle, il y a quand même Alphand qui a planté quelques arbres à Paris entre nous, hein, et qui a quand même transformé la ville, et les réseaux, ils savaient les manipuler. Ils savaient. Lui, Alphand, il plantait les arbres et les réseaux, ils allaient à côté. Donc ça, c'est quand même un modèle. C'est quand même un modèle extraordinaire. Les milliers d'arbres qu'il a plantés, le travail sur la végétation, sur les essences même qu'il a plantées. Et même Napoléon III, moi je veux écrire un bouquin sur Napoléon III, parce que même s'il est nul en guerre, nul en politique, non mais il a tout perdu, sauf qu'il a été génial en termes d'aménagement du territoire. Les Landes, Solferino, vous allez à Solferino, dans les Landes, vous allez voir, qu'est-ce que c'est un projet d'aménagement du territoire. Et donc, non, et il a replanté les Pyrénées, il a replanté quand même les Alpes, il a fait un projet fantastique, et à Paris, les avenues qu'il a dessinées, lui, c'est l'avenue Georges Mandel, c'est des avenues sublimes. Et on arrive sur le Trocadéro. Et quand je revenais d'Auteuil en vélo, en effet, je me faisais un itinéraire de grands paysages parisiens. Et c'était extrêmement jouissif quand même. C'est jouir du paysage, ça existe. Et pour moi, c'est le préalable à l'arbre en ville. C'est d'abord ce désir, se dire c'est merveilleux un arbre en ville. C'est merveilleux. Alors je montre cette photo, vous voyez, c'est moi qui suis dessous là. Ça, c'est le Yosemite, c'est dans le Yosemite, vous connaissez, c'est Sequoia Grove, ça s'appelle. Et donc, et là, en effet, moi, l'émerveillement, l'arbre d'abord, c'est un être qui m'émerveille, voilà. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je suis paysagiste, j'ai passé ma vie à planter des arbres. Alors, on va passer après les images, mais je regarde l'heure, combien il me reste de temps, c'est tout. Donc, voilà. Donc, combien tu me dis? Oui, alors, donc ensuite, la question du paysage, en effet, elle est prioritaire. Pour moi, c'est pour ça que je parle de ma relation sensible, de la relation sensible à l'environnement. La question de l'environnement, c'est une chose, la question de l'écologie, mais sans la dimension culturelle, c'est rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir une vision fonctionnaliste de l'environnement. Il faut que nous, paysagistes, on doit créer cette relation sensible à l'environnement qui fait que, en effet, la beauté, elle est importante aussi. Et ce n'est pas juste de l'ornementation, et elle n'est pas dissociée de la raison fonctionnelle, je dirais, de l'arbre, de la fonctionnalité de l'arbre. L'arbre en bonne santé, évidemment, il sera plus beau que l'arbre en mauvaise santé, ça, a priori. Donc, et si vous voulez, donc je pense que dans ce livre-là, j'avais parlé d'un couple qui était l'utilitaire et le symbolique. C'est-à-dire qu'une fois, je suis intervenu dans l'Association des maires de France, l'AMF, à Paris, et parce que les maires se posaient des questions sur leur paysage. Donc il y avait une grande assemblée avec plein de maires, et justement, je leur exprimais qu'au bout du compte, leur territoire, jusqu'à présent, jusqu'au 19e siècle au moins, ça a été d'abord un producteur de matière, un producteur de richesse matérielle. Et que maintenant, il produisait aussi du culturel. Ce n'était pas seulement de la matière, c'était aussi du culturel. Il avait une fonction utilitaire, mais aussi il avait une fonction symbolique. Et donc c'est justement par ce biais-là, en se disant qu'aujourd'hui, une métropole comme Bordeaux, évidemment, c'est un environnement dans lequel la culture est très importante. Et on a besoin de ce rapport-là, ce rapport culturel à notre environnement. On ne peut pas juste dire ça sert à quelque chose, c'est utile. Il faut aussi que ça soit
agréable, que ce soit avenant, que ce soit amène, que ce soit accueillant. Et ça, c'est vraiment le boulot que l'on a à faire. Donc, je pense que le matériel, l'écologie en termes de matérialité, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Et en effet, il faut qu'il y ait une dimension culturelle dans nos interventions, ce qu'on fait tous, nous paysagistes. C'est-à-dire qu'en effet, et c'est ce qu'on appelle le paysage, au bout du compte, c'est vraiment cette dimension culturelle. C'est pas l'esthétique, évidemment, ça ne se réduit pas à ça. C'est bien d'autres choses. Quand vous lisez les livres de Michel Dufresne qui s'appellent Esthétique et philosophie, par exemple, on voit bien que la question de l'esthétique, elle est bien plus large que joli, pas joli, et que c'est une relation sensible qu'on doit instaurer dans notre environnement. Donc, je crois que la question de l'arbre, elle se pose en ces termes. On va regarder 2-3 photos. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé en ce moment. J'ai créé une association qui s'appelle Paysage, et avec laquelle je travaille avec l'INRA, par exemple, pour la recherche des arbres, des biotopes d'avenir et des arbres d'avenir, avec le réchauffement climatique et avec les nouvelles conditions urbaines. Donc, je pense que cette question, on en parlait tout à l'heure, cette question des nouveaux biotopes, tu parlais de figures, mais de nouveaux biotopes, elle est indispensable. La recherche des sols, tous les jardins que j'ai pu faire, ou tous les aménagements urbains que j'ai pu faire, ça a toujours été dans des sites hyper pollués, et toujours dans des sites où il n'y a pas de terre, dans des sites de béton. Le jardin atlantique, c'est quand même sur du béton. Donc en fait, la première des réflexions, ce que vous disiez, c'est le sol. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai constitué des nappes pédologiques, et notamment entre les jardinières, j'ai toujours créé, ce que tu disais aussi sur les ponts, et je l'ai fait à Massy aussi dernièrement, c'est de créer des passerelles de terre végétale, en sous-sol, qu'on ne voit pas évidemment, et qui permettent au système racinaire de se développer correctement pour que l'arbre, même si on n'a pas beaucoup d'épaisseur de terre, on peut avoir des terres très légères, sans beaucoup d'épaisseur de terre, à condition qu'on mette en communication ces volumes de terre les uns avec les autres. Et là, on aura un développement de l'arbre, parce que l'arbre est quand même intelligent, on peut dire ça, même si c'est un peu anthropomorphe, mais en tous les cas, son système de racinaire va trouver des solutions aux problèmes qui vont se poser à lui. Donc, on va passer quelques images, n'est-ce pas? Donc, je pense là aussi le dernier sujet par rapport au bilan d'arbres, par exemple. Oui, ça c'est. Donc, je montre quelques images, c'est autour des différents voyages que j'ai fait pour travailler en général, hein, mais où j'ai. Non, mais là, ça c'est à Barcelone, par exemple, c'est Forestier qui a fait ce jardin. C'est au Mont-Ruir. Vous connaissez le Mont-Juig à Barcelone, donc c'est Phytolac dioïque, ça par exemple. Voilà, alors c'est. Vas-y. C'est très amusant. Ça, c'est à Shenzhen, c'est en Chine du Sud. Et ça, c'est un Corygia speciosa, par exemple. Voilà. C'est dans une banlieue. Ça, c'est à Santa Barbara. Oui. Donc ça montre les pins parasols dont on parlait tout à l'heure. Il y a des avenues à Santa Barbara, c'est en Californie, entre Los Angeles et San Francisco. Fantastique, parce qu'ils ne sont pas du tout... Ah, pourtant, c'est l'univers des bagnoles quand même là-bas. Hein. Eh bien, regardez les arbres, comment ils se sont développés et comment ils ont fait un couvert arborescent sur les rues, parce qu'ils ne sont pas montés en tige, justement. Et donc, je pense que le travail, tu parlais des pépinières tout à l'heure, c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment important, j'en en parlais avec François aussi, de recréer ces liens avec les pépinières. Hier, j'étais avec elles sont passionnantes, ce sont des gens passionnants, et il y a 1000 choses à faire. Quand je fais un projet, je dis, je ne plante pas des plants forestiers ou des grands arbres ou des gros. J'ai pour la même essence, souvent j'utilise 4 ou 5 forces différentes. Suivant la position où se trouve l'arbre, évidemment. Quelquefois, il faut un gros arbre pour marquer, puis parce qu'il y a beaucoup de passages, il faut qu'il tienne, qu'il se voit, qu'il soit beau, qu'il flash. Et puis à côté, le même pin, on peut le planter en plan forestier, peut-être parce qu'il va être dans un boisement différent. On peut avoir une forêt écolo dans un coin, et puis à côté de ça, un alignement très, très somptueux et très marquant. Donc, la palette d'utilisation de l'arbre est immense, est très très grande. Et en effet, on a la possibilité de créer des lieux comme ça, qu'on ne connaît pas vraiment en France, et qui sont vraiment... Alors ça, c'est un Corymbia maculata. Ça, c'est aussi en Californie. Alors j'en ai planté à Nice, parce qu'à Nice, justement, je me suis régalé, parce qu'il y a un climat quand même qui est sud de Nice. J'ai planté 170 espèces différentes. J'ai planté plus de 1000 arbres, hein, 170 espèces différentes, suivant des continents, et que j'ai trouvé pas loin. Donc celui-là, je l'ai planté en plan forestier. Je l'ai fait venir du jardin botanique de Rio. Hein. Donc en plan forestier, ça coûte pas cher. Hein, je l'ai planté tout petit. Mais maintenant, il commence à être comme ça. Je vais vous dire, c'est assez jouissif, c'est assez extraordinaire. Et il a un tronc rose comme ça, c'est incroyable. Alors, je ne vous montre pas. Il y a l'eucalyptus deglupta aussi. Ça, c'est en Crimée. Ça, c'est l'arbutus andracné aussi, qu'on ne trouve pas, qui est un arbre formidable, qu'on trouve très très peu ici en France. Les pépinières en Italie, elles en ont quelques-uns minables. Et c'est un arbre génial. Vas-y, passe.
Ça c'est un endroit génial aussi. Donc, ouais, je vous fais juste... C'est génial de s'occuper des arbres, hein, franchement. Hein. Mais non, c'est le jardin d'essai à Alger. Alors c'est un jardin fabuleux, parce qu'il est dessiné à la française. Il a été créé par Napoléon III, pour le coup, à Alger, parce que vous savez, c'est Napoléon III qui a dessiné tout Alger. Hein. C'est quand même un endroit incroyable. C'est un grand parc, qui est un jardin botanique, où ils ont fait tout un tas de tests. Alors, il y a le Ficus macrophylla, c'est pas du tout un arbre algérien. Hein. Donc, ils ont fait des tests avec des dracénas, tout un tas d'arbres exotiques qu'ils ont testés, des EVA. Et il y a des alignements, mais d'arbres fabuleux, d'arbres énormes. Là, les ficus, ils font 40 mètres de diamètre. Ils sont absolument incroyables. Et il y a des allées comme ça, faites avec des arbres extraordinaires. Vas-y, passe. On passe vite, hein, passe vite. Vas-y. Ça, c'est à Sao Paulo. J'ai travaillé aussi à Sao Paulo. Ce sont les Ficus macrophylla aussi, ou les bagnans. On a vu le chêne tout à l'heure, qui est magnifique aussi. Mais alors, ceux-là, ils sont incroyables. Et il y en a un à Nice aussi, qui est très, très beau. Vas-y, continue à passer. Et ça, je voulais montrer l'exemple d'américain, puisqu'il y a Lina qui est là, donc je voulais parler d'Amérique. non, mais j'ai parlé. Non, ce sont les campus américains. Juste, les campus américains. D'abord, quand on va aux États-Unis, pour moi, les États-Unis, c'est un pays des arbres. Franchement, c'est le pays de la bagnole aussi. Hein. Mais heureusement qu'il y a eu Muir, qu'il y a eu un certain nombre d'écolos, de botanistes, donc Muir Wood, vous connaissez tous, donc ce fameux botaniste militant au 19e siècle, sinon il n'y aurait même plus de forêts de séquoia aujourd'hui, tout aurait été massacré. Donc il a préservé les forêts de séquoia, notamment les forêts sur le Pacifique. Et les campus, ça c'est Santa Cruz, ça. C'est les campus américains sur le Pacifique, où il y a aussi, on en parlait de Berkeley, où il y a Stanford aussi, mais les campus sur le Pacifique sont dans les forêts de séquoia. Ils n'ont pas coupé un séquoia là, pour installer les bâtiments, et les gens se baladent, les étudiants se baladent dans les plus beaux sites américains. Donc, bon, il y a le campus de Bordeaux, hein, on est d'accord. Hein, bon. Mais là, on se dit, putain, quand même, non, ils ne se foutent pas des étudiants. Les étudiants, ça aussi c'est fantastique, c'est le Japon. Quand vous allez à Kyoto, vous regardez, vous montez sur les collines autour de Kyoto, vous voyez et en France, vous voyez des clochers qui sortent lorsqu'il y a des temples. Et là, au Japon, il y a des camphriers qui sortent. Ça, c'est des camphriers. Il y a un moine, il passe sa vie avec son camphrier. Voilà, il l'entretient, il le répare, il le soigne. Et ben ça laisse, vas-y, passe, parce qu'on ne va jamais finir. Ça, Santa Barbara, vous avez déjà vu ça. Ça, c'est aussi San Francisco. San Francisco, c'est une ville quand même, oui, alors là, il y a une palette d'arbres extraordinaire. Alors, c'est peut-être une époque, je ne suis pas un fou de l'exotisme, hein, c'est pas, mais vu que de toute façon, il va bien falloir penser à la palette des arbres, au choix des arbres en fonction des changements climatiques, en fonction des changements de conditions urbaines. Et ça, San Francisco, il y a de très très belles avenues, il y a notamment des parkways fantastiques qui sont plantés et qui sont des espaces qui structurent la ville. La ville est quand même beaucoup structurée par les arbres. Vas-y, passe. Voilà, ça c'est les parkways en plein cœur de San Francisco. Hein. Et donc, ben, vous connaissez, ça c'est Catane, tout simplement. Vas-y, passe après. Vas-y, ça on l'a déjà vu. Et ça, je voulais vous montrer ça parce que vous connaissez tous, sans doute, c'est Unterwasser à Vienne. C'est le quartier Unterwasser à Vienne, quand il a fait ses immeubles, il y a les arbres qui sortent des fenêtres quand même. Ouais, ça, pour le coup, l'arbre est un habitant, pour le coup, comme les autres. Hein. Non mais... C'est vraiment un endroit, allez-y le voir quand même, parce que c'est assez réjouissant en même temps. Vas-y, continue. Oui, alors ça, c'était 2-3 exemples de choses que j'avais réalisées. Ça, c'est Biarritz. Voilà, c'est avant à droite et après à gauche. Donc, on a créé un quartier nouveau dans Biarritz, le quartier des Rocailles. C'est pas loin d'ici, c'est pour ça que j'ai montré la photo, dans laquelle on a planté beaucoup d'arbres. Et en effet, pourquoi aujourd'hui, l'enjeu des paysagistes, de nous tous d'ailleurs, c'est d'éviter de bouffer toutes les terres agricoles qui sont autour des villes. C'est terrible. À Bordeaux, la banlieue bordelaise, vous la connaissez tous, hein, les Pessaquets, ils sont là. Moi, je suis né au Bouscat. Hein. C'est une tache d'huile qui n'arrête pas de s'étendre. Et sans rien, il faut densifier ces villes. Je ne sais pas comment, enfin politiquement, il faut de la volonté, là, mais il faut densifier. Donc là, sur Biarritz, c'était avec Borotra à l'époque, mais on avait travaillé pour justement créer un quartier culturel au centre de Biarritz. Donc on a créé un lycée audiovisuel, une école de danse, à l'intérieur de bâtiments qui existent. On en a rajouté d'autres et en même temps, on a énormément planté. Et en effet, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut faire à la fois une ville plus dense et plus naturelle. Et on peut le faire. Et c'est vraiment notre boulot de paysagiste. Vas-y, passe, on va finir, il n'y en a plus que 2 photos. Ça, c'est bon, vous avez parlé de Nice, en effet. On a tout cassé quand même. D'ailleurs, à Nice, on a cassé énormément de bâtiments pour faire des jardins. Ça, c'est quand même
quand même assez gratifiant pour le paysagiste, c'est vrai. Alors là, c'était juste quand on a inauguré, mais maintenant ça a beaucoup poussé. Il y a vraiment 2 lisières boisées qui sont très très abondantes et qui vraiment créent un espace très, très particulier au centre. Vas-y, passe. Et ça, alors je terminais sur le jardin atlantique parce que c'est amusant, c'est quand même une dalle de béton qu'on nous a livrée. Nous, vous voyez, maintenant c'est comme ça, quand même à droite. Hein. Donc là, c'est vraiment le système nappédologique que j'ai expérimenté et j'ai vu, il y a des endroits qui n'ont. Donc ça a été planté en 92, vous voyez, ça fait 30 ans. Donc aujourd'hui, on peut y aller ensemble, si vous voulez, on peut faire une petite sortie tous à Paris. Et, non mais on peut aller visiter 2-3 réalisations. Et celle-là, elle est vraiment très intéressante pour des gens comme nous qui sommes voués à travailler dans des systèmes si artificiels, dans des conditions si artificielles. Parce que suivant la forme même des jardinières, du système racinaire, comment il peut se développer, ben les mêmes arbres n'ont pas eu du tout le même développement. Et donc on voit très bien que certains arbres que j'ai plantés dans certaines conditions, je sais exactement comment c'est dessous, c'est-à-dire où sont les passages de racines, etc. Mais je vois très bien les conséquences que ça a aujourd'hui. Ça, c'est très pédagogique et c'est vraiment intéressant pour nous tous qui travaillons sur ce type de site. En tous les cas, c'est ça qu'on nous a livré. On était contre Courageau, là, on a gagné. Hein, donc, il nous en a voulu toute sa vie, d'ailleurs. Mais bon. Oui, il a fait des quais. Moi, j'ai perdu les quais. Moi, je les ai perdus, les quais. Donc, vous voyez. Non, on voit que c'est possible. Donc, yes, we can. Voilà, j'ai fini. Merci, Michel. Vous m'entendez comme ça? C'est mieux, oui. Bon, on a un petit peu dérapé, mais enfin bon, on a encore une petite vingtaine de minutes, je pense, pour peut-être rebondir et engager quelques éléments de débat entre nous et avec vous. Avec vous, société civile, avec vous, étudiants de l'école, avec vous, peut-être architecte aussi. Hein, on est dans une école d'architecture et de paysage. Donc, je pense que ces correspondances aussi, on les a évoquées, elles sont intéressantes. Et comme au cœur du sujet, quand même, c'est la question de la ville. Hein, et de savoir comment les paysagistes prennent leur part dans la fabrication de la ville. Et Michel l'a dit, hein, plus de densité, ça veut dire intensifier la ville, mais peut-être que la condition, c'est intensifier la nature aussi. Et donc, voilà, le rôle des paysagistes là-dedans, il est sans doute central. Et tu as parlé aussi de nos glorieux ancêtres paysagistes urbanistes. Bon, tu as parlé d'Alphand de Napoléon III, mais on aurait pu citer Forestier, on aurait pu citer Olmsted, voilà, qui sont aussi des paysagistes du début du siècle, du XXe siècle, qui ont développé finalement une pratique dans laquelle le travail sur l'intelligence par rapport au territoire et le travail du paysage, hein, et de la géographie révélée par le paysage, constituait finalement l'armature de la ville. Donc moi j'ai envie de rebondir sur peut-être cette question qui intéresse à la fois l'architecture et le paysage et l'urbaniste, peut-être en posant la question à Lina, et je pense à Ginkgo par exemple, mais parce que voilà, c'est un exemple que tu as évoqué. Comment en tant que paysagiste tu rentres dans ces enjeux-là, avec peut-être la nécessité très très en amont de faire valoir une compétence paysagiste, une spécificité de paysagiste, à la fois pour mettre en œuvre, je dirais dans les phases futures, pour bien mettre en œuvre la plantation, la création de l'espace public, la plantation de l'espace public, mais en amont de tout ça, pour gagner des espaces finalement, c'est-à-dire que c'est presque un combat finalement de fabriquer du foncier, j'ai envie de dire du micro-foncier et du macro-foncier, hein, pour créer les conditions ensuite de la construction d'un paysage dans lequel la nature a sa place. Depuis la fosse de 16 mètres cubes gagnée par Michel Courageau sur les quais, jusqu'au parc ou aux lanières de Ginkgo, par exemple, que vous avez pu réaliser. En fait, je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas beaucoup évolué. En fait, l'évolution, elle vient peut-être aussi de la commande. C'est-à-dire que maintenant, les aménageurs et les promoteurs souvent demandent aux paysagistes d'intervenir en amont de l'architecte. Donc, quand on intervient en amont, quand on a cette chance-là,
on a capacité à changer d'échelle, en tous les cas, d'emboîter les échelles et de ne pas se contraindre à la parcelle dans laquelle on nous demande d'intervenir. Parce que c'est aussi en milieu urbain contraint, ou même en milieu rural, c'est complexe. Hydrologiquement, on ne peut pas fonctionner à la parcelle. On parlait tout à l'heure de systèmes racinaires des arbres, des rhizomes, des systèmes rhizomiques, ça ne s'arrête pas à la parcelle. Bref, la ville n'est pas un puzzle. Donc on réfléchit à l'échelle macro. Et quand on commence à réfléchir à l'échelle macro, on peut en effet proposer plus d'espace dans lequel on intervient. Mais une fois qu'on essaie de créer de l'espace, on est assujetti à des milliards de contraintes. Généralement, par exemple, sur un bâtiment qui va peser 20 millions, on pèse, en tant que paysagiste, à peine 5% du montant global. Le montant va globalement dans les cuvelages. Donc ça aussi, c'est pour moi quelque chose qui me pose problème. C'est-à-dire que même si on obtient du contact terre-terre et de l'espace pour planter, les désordres sur l'hydrologie, par exemple, ne sont pas du tout gérés ou ne dérangent personne. Pour moi, un abattage de 3 sujets qui n'ont pas de qualité par rapport à un désordre d'un sous-sol, c'est pas du tout sur la même échelle. Voilà. Donc on se bat quotidiennement en fait pour préserver de l'espace. Encore une fois, je parlais du PLU tout à l'heure. On a un volume de terre à respecter, souvent un volume de contact terre-terre à respecter, mais pas les conditions qui vont avec. Donc on se bat déjà sur le volume à proprement parler. On se bat après sur la qualité, parce que aussi très souvent on manque de moyens pour avoir de la terre de qualité. C'est-à-dire que très souvent on travaille sur de l'amendement des terres, on récupère des terres, mais il y a aussi un manquement. Je parlais tout à l'heure de manquement dans l'arbre, mais il y a aussi un manquement dans ces conditions de l'arbre. Donc voilà, on passe notre vie, je pense, enfin, je ne sais pas comment vous expérimentez, vous, ces sujets-là, à préserver les volumes dans lesquels on nous contraint, à les rendre qualitatifs pour proposer en effet un habitacle à l'arbre qui soit satisfaisant et limiter ses traumatismes. C'est pas super positif ce que je dis. Non, mais tout à fait. J'ai envie de renchérir sur la question du sol et du sous-sol et de l'hydrogéologie des sols notamment, parce que c'est vrai que autant il y a tout un dispositif réglementaire très, très, très bien sur la gestion des ruissellements en surface, autant il n'y a aucun dispositif réglementaire sur l'observation des effets, enfin des impacts d'un projet sur l'hydrogéologie des sols. Donc on va faire des dossiers loi sur l'eau, on va faire des études d'impact pour déterminer la façon dont les eaux vont circuler en surface, mais la question du sol, du sous-sol et des migrations de l'eau dans le sous-sol et de l'impact du projet sur ces migrations, qu'on parle d'ailleurs d'infrastructures routières ou de bâtiments, n'est jamais abordée sur le plan réglementaire. Florent, tu veux rebondir ? Je veux bien rebondir, parce que je suis tout à fait d'accord avec Lina, et de se poser la question, en effet, de savoir pourquoi nos arbres en ville aujourd'hui ont une espérance de vie qui est comprise entre 48 et 58 ans, 58 ans pour les Suisses, 48 pour les Français, alors que dans un milieu naturel, on arrive à des décennies et des siècles de vie pour un arbre. Donc c'est bien qu'il y ait une réelle problématique, aussi bien au niveau du sous-sol que des volumes aériens, et puis de la manière dont on interagit avec l'arbre. Au niveau du sous-sol, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'inventorier, de diagnostiquer, d'observer la qualité des terres, la qualité agronomique, mais la qualité structurelle de la terre pour préserver l'existence. C'est-à-dire les terres qui sont arables, dans des logiques de résilience alimentaire, pour moi c'est un impondérable. Ça veut dire que, on l'a bien vu, on a des petites problématiques sur l'approvisionnement en période de crise, quelle qu'elle soit. Et donc on va devoir se poser la question d'une meilleure sécurité alimentaire en ville, que ce soit d'un point de vue des méthodes culturales, mais aussi de la place qu'on donne à l'agriculture urbaine. Et à partir de là, on peut faire de la culture sur support, de la culture hors sol, il n'y a pas de souci, on sait faire, mais ce serait dommage quand même de se priver de surfaces de sol qui sont encore cultivables, de bonne qualité agronomique et arables. Donc là, c'est tout l'enjeu de l'urbanisme aujourd'hui, c'est de re-questionner le rapport qu'on a au sol, à la vie du sol, et puis à la capacité qu'a l'arbre aussi de permettre l'infiltration, en fait, de recréer de la porosité dans le sol et de permettre l'infiltration qui elle-même amènera à une meilleure qualité de l'eau et puis à l'augmentation des ressources dans nos nappes phréatiques. Puisqu'on a aussi des problématiques sur la métropole bordelaise en été liées à l'eau
puisque là on est en train de chercher aussi à cheminer de l'eau du Porge en fait, hein, pour pouvoir alimenter la métropole, parce qu'on est souvent en situation de sécheresse. Donc l'arbre peut nous aider aussi à redonner une place et une facilité en fait, d'infiltration de l'eau dans le sol. Merci. Michel? Non, juste, moi ça marche, mais oui, non, c'est très bien, en effet, toutes ces questions techniques, il faut les aborder, mais pour moi, ce n'est pas du tout le problème essentiel. Le problème essentiel, comme je le disais tout à l'heure, c'est de garder le désir d'avoir des arbres, le désir, cette relation amoureuse avec l'arbre. C'est pas parce que moi je vois très bien sur des villes, il y a des villes en ce moment qui veulent pas d'arbres, parce que ça les emmerde, ça coûte. En effet, il faut balayer les feuilles, ce que tu disais tout à l'heure, et c'est pas du tout un processus qui va disparaître. Et on fait en ce moment pour rafraîchir les villes, il y a des entreprises qui travaillent sur des brumisations des trottoirs et sur sur des vélums, sur des etc. Ce sera beaucoup plus simple à entretenir. Moi je dis que techniquement, s'il y a trop d'emmerdement, eh ben on ne plantera même plus d'arbres. Ce que je pense, c'est que moi, les arbres, je ne les plante pas pour des questions techniques. Je les plante parce qu'elles donnent, ce que tu disais tout à l'heure, du bonheur, parce qu'elles donnent du bonheur. Et ce désir-là, après, nous, on se démerde avec les questions de traitement. Moi, sur Nice, par exemple, je suis en train de travailler sur 6 km de végétalisation de rue. C'est pas un gauchiste, hein, Estrosi, hein, non, pas vraiment. Donc, mais par contre, non, il met des moyens. Non, mais il met des moyens. Et moi, quand je voyais à la télé, il me faisait peur. Et quand j'ai commencé à le connaître... En fait, ça a changé. Je vote pas pour lui, hein, mais ça a changé. D'ailleurs, je vote pas là-bas, mais donc je vote dans les Cévennes, moi, vous voyez. Donc, non, mais on a. Non, mais faut pas parler de ça. Non, il arrive avant le désir. Non, il arrive avant. Quand je vois des mecs qui me disent, à Grenoble, je suis très content des plantations que j'ai faites le long du tramway, justement très hétérogènes, avec une grande variété d'arbres, etc. Et que le mec, hier, il me dit, attendez, vos arbres, il m'emmerde, j'en ai marre des arbres qui poussent, il faut que je les taille, j'ai pas les moyens pour le faire, etc. Je dis, oui, là, il y a un truc qui manque. Là. Il y a un truc qui manque, c'est culturel. C'est pas une question technique. Putain, mais je disais qu'à Nice, on a fait des tranchées parce qu'on a libéré des voies bus, parce que le tramway, il passe dessous. Alors, c'est pas très économique, hein, mais il passe dessous. Et par contre, les voies bus, l'avantage, c'est que sur la voie bus, il n'y avait pas de réseau, parce qu'ils n'avaient pas foutu les réseaux dessous, ils ont mis sur les trottoirs. Et donc, on a pu faire des tranchées pédologiques, des grandes tranchées. On a retrouvé le sol originel de la ville. C'était super intéressant. Il n'y avait pas de réseau. Et donc, on a fait des tranchées pas très larges. Mais du coup, les arbres, ils vont se régaler, parce qu'on a mis vraiment des bons substrats. Là, on a vraiment mis des super substrats, et dans un contexte complètement artificiel. Et dans des rues assez étroites, de 10, 11 mètres de large. À Montrouge, on a fait ça aussi. Et ça change, c'est des rues jardins. C'est-à-dire, c'était des rues complètement minérales. Même à Nice, pourtant il fait beau à Nice. Donc les problèmes techniques, on se régale à les résoudre, en bout de compte. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient le désir de ça, et que les gens autour, c'est-à-dire politiquement, il y a le désir, on le sait, là, ici, mais il faut qu'autour, il y ait une adhésion. Et ça, cette adhésion, elle n'est pas si évidente que ça. Et ce que je dis, c'est pas si évident que ça, en effet. Et donc, juste l'image que tu as prise tout à l'heure, je ne suis pas complètement d'accord. Tu as montré des pinus absolument magiques, voilà, avec magnifique. Un volume. Oui. Ici, pas plus tard qu'il y a un mois, je n'ai pas eu l'autorisation de planter des pinus pinéens parce qu'il y a des désordres sur le oui. J'ai le problème toujours. Non, tout à fait. J'ai le problème toujours, mais je sais, j'ai planté moi à toutes les portes de Paris des Pinus pinéens. Tu peux aller les voir, porte d'Italie, porte de la Chapelle, porte des Lilas, etc. Et j'ai pris les moyens nécessaires pour pas que les racines, parce que je sais très bien qu'ils défoncent pas. Donc, il y a techniquement, on sait faire aujourd'hui, et donc en effet, il faut convaincre, en effet, les services techniques à Nice. Non, mais il faut d'abord convaincre. Le premier boulot, c'est avec les services techniques, de toute façon. Ça, c'est sûr. Parce que je dis, le problème des arbres, c'est qu'on fait des bébés et après on les abandonne. Ça, c'est terrible. C'est une situation terrible dans laquelle on est. Et justement, pour votre million d'arbres, je vous conseille. Le problème, c'est la durée. C'est la durée. Donc, parce que planter 1 million d'arbres grands comme ça en graines, c'est facile. Mais planter 1 million d'arbres qui seront beaux dans 10 ans, c'est plus difficile. Et qui seront magnifiques dans 15 ans et 20 ans, c'est plus difficile. Donc, ce qu'il faut, c'est en effet réussir à gérer cette durée. Et puis, en effet, travailler avec les services techniques, parce que les gens qui vont travailler avec services. Moi, j'ai travaillé. Enfin, moi, je ne suis pas mieux que les autres. Mais en tant que paysagiste, dès qu'on fait, on fait des concours. On ne peut pas travailler à ce moment-là, mais très vite s'associer avec les services qui vont entretenir. Bon, et puis les gens, évidemment, autour.
les habitants, mais d'abord les services techniques, parce qu'en effet, on voit bien, et à ce qu'ils s'approprient le projet, que ce soit leur projet. C'est absolument indispensable, ça. Du coup, moi, j'ai envie peut-être de donner un petit temps de parole à la métropole. C'est pas un piège, hein. C'est pas un piège, mais savoir si cette action du million d'arbres, qui est tournée d'abord vers la population, comment elle diffuse, comment elle transpire finalement, comment elle infuse à l'intérieur des services et comment justement les services techniques, c'est vrai, enfin Michel le dit, il faut donner envie, il faut donner du bonheur, et puis Lina, elle dit, mais en fait il y a un combat en amont pour créer les conditions de la réussite. Et est-ce que vous en avez conscience et comment finalement vous faites face à cette difficulté? Merci. Oui, très rapidement, parce que je voulais laisser parler à la salle, mais on a bien conscience de ça, et c'est vrai que tous les intervenants reprennent effectivement ce que vous avez dit. Planter un arbre, c'est facile. Donc, parce qu'après on le plante et après on s'en occupe pas, et on s'aperçoit effectivement sur la métropole qu'il y a des tas d'arbres qui meurent, on en a planté et ils meurent. Donc effectivement, les entretenir, c'est un coût. Donc, et souvent les maires, c'est un peu aussi ça qu'ils nous disent, les maires. Ils nous disent, bon d'accord, vous êtes gentil avec votre million d'arbres, mais qu'est-ce qui va payer l'entretien de l'arbre? Parce qu'effectivement, un arbre, il faut l'entretenir, il faut l'arroser au moins pendant 3 ans, il faut suivre son développement, il faut l'entretenir. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Voilà, enfin, c'est la première réponse que je peux faire, c'est que ça, on en a conscience. Après, comment on va amener, il faut savoir que sur la métropole, la plupart des terrains, ce sont des terrains, il y en a très peu qui sont des terrains publics. C'est surtout des collectivités. Donc, engager le million d'arbres, c'est aussi pour ça que François a fait un travail de visite des terrains privés, des entreprises, des collectivités, pour leur demander de s'engager avec la métropole, parce qu'on saura très bien que le million d'arbres, on ne pourra pas l'obtenir tout seul, et que si on veut vraiment que la métropole elle ait une belle canopée, si je peux prendre ce terme, il faudra engager les entreprises et les collectivités. Donc François vient de m'annoncer que l'aéroport visiblement a la volonté de planter, et ben, c'est une bonne chose, mais il y a aussi des tas d'entreprises. Voilà. Il y a un magasin, bon, je ne dirais pas le nom, mais après, il y a des magasins, des entreprises qui se sont engagés à planter sur leur territoire. Donc, voilà. Donc ça c'est une première chose. Après, il y a le symbolique. Actuellement, on distribue des plants d'arbres aux habitants. Donc, si vous avez la chance d'avoir un jardin, ben, vous pouvez aller chercher dans les communes des plants d'arbres pour engager. Mais on a bien conscience que tout seul, la collectivité, les politiques ne pourront pas, et qu'il faudra effectivement le soutien aussi des privés et des sociétés, de manière à aider la collectivité. Merci. J'ai envie de solliciter le témoignage d'Olivier Damas, qui est au fond, voilà, que j'avais approché dans un premier temps pour participer à cette table ronde, et puis qui finalement a pu se libérer voilà, au dernier moment. Olivier, qui est agronome, agroécologue, et qui travaille aussi sur la métropole, avec une approche qui est justement très très liée au sol et à la préparation du sol. Donc peut-être tu veux réagir à ce que tu as entendu. Oui, tout à fait. Merci de me donner la parole. Ça fait plaisir d'entendre parler du sol déjà, parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Vous en avez très bien parlé tous, et c'est vrai que c'est un enjeu important. Alors oui, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter, tu l'as fait très brièvement, mais donc je suis Olivier Damas, je suis fondateur d'un jeune bureau d'études qui s'appelle Fleurs de Sol, et donc je travaille évidemment sur les sols. J'ai une expertise sur les sols en espace vert. Également, et c'est un petit peu moins connu, sur le végétal, l'architecture des arbres, du ligneux, etc. J'ai une formation de pépiniériste à l'origine et d'ingénieur horticole, et je me suis spécialisé sur les sols. Donc pour revenir sur cette question-là, ça fait
vraiment plaisir d'en entendre parler ce soir. Effectivement, c'est un enjeu très important pour les plantations. C'est un sujet qui grimpe, mais qui reste insuffisamment représenté et pris en compte. J'ai coutume de dire qu'il y a beaucoup de projets d'entretien, de mise en œuvre technique où on voit les choses en demi 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on on voit ce qu'il y a au-dessus de la surface en 3 dimensions. On ne prend pas du tout en compte la partie souterraine, ou du moins on a du mal à se la représenter, je vais y revenir. Et puis il manque aussi la 4e dimension, celle du temps, de se dire quand on va planter à telle densité, de la connaissance du gabarit. Voilà, là il y a beaucoup d'enjeux aussi à ce niveau-là, donc ça c'est au passage quelque chose qu'il faudra bien prendre en compte pour ce projet du million d'arbres. Et du coup, pourquoi ce manque, pourquoi cette lacune sur ce demi-volume? Bon, j'ai pas de réponse forcément, c'est des interrogations. Bon, déjà, c'est tout simplement le fait qu'on marche dessus et qu'on n'arrive pas à coloniser ce volume-là que d'autres êtres vivants arrivent à coloniser. Et puis après, je ne sais pas s'il y a un rapport à la mort, peut-être aussi, puisque le sol, c'est l'endroit où, sauf si vous êtes incinéré, nous finirons tous. Mais bon, voilà, donc je ne sais pas s'il y a des peurs par rapport à ça. En tous les cas, effectivement, pour vous donner quelques exemples de mes connaissances, de choses très pragmatiques, il y a 2 jours sur l'introduction par Francis Allais et M. Anziani sur le rôle de l'arbre, une des premières attentes de l'arbre qui était énoncée, c'était la séquestration de carbone. Et ce qui n'est pas connu pour le sol, c'est que par exemple, il y a un stock de carbone dans les sols superficiels, hein, je ne parle pas des énergies fossiles, qui est 5 fois supérieur à ce que toute la végétation sur le globe peut stocker. Donc là, il y a un enjeu aussi, il y a un levier par rapport au climat à ce niveau-là, qui n'est pas connu. Pour vous donner d'autres illustrations, le projet Ginko, alors en ce moment, je suis en train, au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre, d'intervenir sur des plantations complémentaires. Et c'est vrai que ce paysage de Pinède fait beaucoup penser à la partie ouest du département. On s'attend à des sols acides de Pinède et en fait pas du tout. On est sur des sols qui sont à pH beaucoup plus élevé, sur des pH de 8, alcalins, etc. Et les acteurs avec qui j'intervenais, voilà, finalement, le début du projet, c'était d'essayer d'interpréter la végétation pour se dire on va choisir une palette végétale qui correspond à des sols acides, etc. Et quand on a eu un petit peu de moyens, et on n'en avait pas forcément eu beaucoup, d'aller voir ne serait-ce que le pH, voilà, on a eu des surprises. Donc voilà, juste avec ces 2 illustrations-là, je voulais vous dire qu'encore aujourd'hui, même si heureusement on s'intéresse de plus en plus au sujet sol, il y a des moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour derrière faire des économies, aller plus loin dans des projets. Et puis après, pour aller dans le sens de ce que disait notamment Lina, effectivement, il y a aussi des réalités de cohabitation entre des services de la ville qu'on attend au niveau des réseaux, etc. Voilà, c'est pas du tout évident de faire cohabiter le végétal avec la réalité des réseaux, etc. Et je prendrai aussi ce dernier exemple sur l'inconnu du souterrain, et pas parler du sol, mais cette fois des systèmes racinaires des arbres. Il faut savoir que 80% du système racinaire, il est dans les 50 premiers centimètres du sol. Et qu'en fait, quand on dit effectivement dans la charte de l'arbre qu'il faut considérer au-delà de la couronne de la partie aérienne pour se représenter le système racinaire, en fait, ça va bien au-delà. Et on a certes des racines profondes qui descendent, qui vont être des relais hydriques, mais on a toute la partie qui va capter les nutriments et qui est dans la partie la plus oxygénée, qui finalement s'étale vraiment sur les côtés. Et là, on voit bien que par rapport à des fosses de plantation, des largeurs qui sont peu disponibles, et souvent des fosses, on va mettre des parois antiracinaires qui descendent à 1,50 m de profondeur. On empêche vraiment le système racinaire de l'arbre de s'exprimer, enfin de développer son programme génétique, hein, puisqu'il est programmé comme ça, génétiquement, par son ADN. Et voilà, mon vœu pour ce plan du million d'arbres, ce serait justement de plus prendre en compte la génétique du végétal et justement de l'arbre, d'être un petit peu moins aveugle, et ne serait-ce peut-être simplement d'être
borgne sur le sous-sol pour justement aller plus loin, effectivement, accompagner ces jeunes enfants sur plusieurs années et plusieurs décennies. Merci Olivier. Merci pour m'avoir donné la parole. On arrive à peu près au terme, il est 9h. Peut-être une dernière remarque ou commentaire à nos 3 invités pour conclure, si vous le souhaitez. Ou des questions dans la salle? Oui, tout à fait. Pas de jeunes paysagistes pour la question. Non. Laurent, un architecte dans la salle. Notamment le petit jeu de ping-pong entre Michel et Lina, mais qui en fait... ça marche là aussi? Ouais. En fait, moi j'ai l'impression que vous êtes d'accord, mais vous abordez le sujet de manière différente, et à mon avis de manière très très intéressante. Les contraintes que tu évoques, Lina, bien qu'étant architecte, je les ai connues aussi, puisque j'ai travaillé avec une paysagiste qui est enseignante ici, que tu connais certainement, Graziella. Et avec Emmanuel Crouzet, où on avait travaillé sur le correcteur Hugo, où on avait rencontré ces problèmes de réseau, etc. Bon, enfin, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit. Et en même temps, avec Graziella aussi, parce que c'était un peu ma mentor en termes de paysage et d'arbres, on a été confronté à ce que tu dis. Moi, je me rappelle très bien des études qu'on avait fait à Garlin, où on était tout heureux de proposer aux habitants de replanter des platanes, de recréer des alignements. Et c'est là que j'ai découvert, oui, sauf devant chez moi, quoi. Et c'est exactement ça. Et je crois qu'effectivement, le désir de l'arbre, j'aurais tendance à penser, Michel, qu'effectivement, c'est le point essentiel, qui va avec ce que tu dis, Lina, parce que pour le désir de l'arbre, il faut lui donner ses conditions. Et voilà. Mais je pense que le désir, effectivement, il est primordial, quoi. Et bon, quelques étudiants qui sont peut-être là le savent. C'est vrai que moi, je défends l'idée que l'arbre, en plus, est un élément... pour moi, il fait partie de l'architecture. On en parlait avec une ancienne... Si. Non, mais l'arbre en tant que paysage... Non, mais c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je pense que l'architecture fait paysage et le paysage fait architecture et l'arbre en fait partie, évidemment. Bon, voilà, je m'arrête parce que... Merci Vincent de m'avoir tendu la perche. Merci Laurent. J'ai peut-être une dernière remarque. Michel l'a évoqué succinctement, l'histoire du temps long. On est soumis à un temps court, rapide, et l'arbre, c'est le temps paysan. Et on n'est plus du tout dans ce temps, même c'est pas du tout le temps politique. Et en effet, l'expérience du million d'arbres, Michel parlait à minima de 10 ans, c'est vrai que pour nous, on se bonifie, on commence à avoir un paysage s'installer, un biotope s'installer, au terme de 5 ans, ou de 10 ans, ou de 15 ans. Et du coup, il faut en effet que ce programme-là s'opère sur le temps long et qu'il y ait des conditions d'accompagnement. Globalement, vous les avez quand même mis en place, parce que ne serait-ce que si je reprends le tramway de Bordeaux, en 95, on avait 4 ans de confortement derrière le parachèvement, et bzzzt, on est passé à 1 an. Autant vous dire qu'avec les conditions climatologiques, les montées de sève qui commencent dès février, le fascicule 35 qui n'est plus respecté parce qu'on ne peut pas planter entre novembre et mars, on réduit énormément notre voilure. Avoir un accompagnement sur 4 ans, c'est déjà énorme. Mais je pense que ça risque d'être en effet insuffisant au regard des clusters que vous allez créer avec ce million d'arbres. Merci. Effectivement, 1 million d'arbres sur 10 ans. On change d'échelle, et Lina parlait du temps paysan. En fait, c'est peut-être aussi recréer des campagnes urbaines. C'est-à-dire, c'est aussi peut-être mobiliser à la fois la culture, le savoir, les références aussi, je dirais techniques, des campagnes, à savoir les haies, les fossés, les talus, les chemins creux, les bosquets, voilà, et se poser la question de la possibilité d'importer ces figures de la campagne aussi au service de la ville. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une nature sauvage, mais on est dans une nature
construite, gérée, jardinée. Oui, une nature jardinée qui s'invite dans la ville et qui fonctionne aussi avec les sollicitations des systèmes urbains. Peut-être un rapprochement qui peut s'opérer à ce niveau-là. Et 1 million d'arbres, 10 ans, c'est peut-être le défi que vous pouvez relever. On va s'arrêter peut-être, il est 9h passé. Merci à tous, merci à Florent, merci à Lina, merci à Michel pour vos interventions.